Sikoji, nous savons faire des maisons. Heureuse de vous retrouver pour ces 52 minutes d'actualité sportive nationale et internationale. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes avec Koulibaly Seydou. Bonsoir Koulibaly. Bonsoir Anne-Marie. Ensemble, nous allons parler des Jeux Olympiques qui démarrent exactement dans 4 jours et des quarts de finale de la Coupe nationale de volleyball, de randonnée pédestre et bien sûr de karaté entre autres. Sans oublier que nous recevrons 3 invités. Commençons par la dernière ligne droite de la préparation des éléphants taekwondoïnes à Rio et de la 4e journée du championnat national de boxe à Yopougon Figayo. C'est dans le club 8 et nos guides sont Aude Alegbe et Sébastien Oudien. C'est parti. Alex Frank du club ABC Locodro, Gants Rouge, était opposé à Cissé Ibrahim. Le boxeur d'Atekoubé, malgré sa bonne taille, va perdre le combat au point. Alex Frank est plus technique et plus résistant. Les quelques coups qu'il a placés ont pesé lourd dans la balance. Il s'impose au point. Niantao Moussa, Gants Bleu de Full Force, est opposé à Aboyao Alex. Il est du club Alliance Boxing Club de Koumassi. Les deux boxeurs n'ont pas été très efficaces, mais il fallait un vainqueur. Les arbitres choisissent Niantao Moussa. Ouattara Nuhun Boxing Club d'Adiaké, Gants Bleu, a eu quelques réactions positives devant Kwadio Ferdinand du club Tende Academy. Ils ont un bel avenir. Ouattara Nuhun s'impose au point. Mboya Guy de la Société omnisport de l'armée a obligé Yao Kan Stéphane au KO à la 2e reprise. Le représentant du Boxing Club de Trècheville était épuisé. Kofi Yao Olivier, Gants Rouge, s'est fait une promenade de santé face à Diabaté Ismaël. Les coups très appuyés obligent l'arbitre à mettre fin au combat. Les éléphants taekwondoïnes olympiques prennent leur marque à Rio. Cette belle vue depuis l'une de les chambres du 14e étage de l'un des immeubles du village olympique de Rio dénote, si besoin en était encore, que les éléphants taekwondoïnes olympiques ont bien pris leur repère dans cette ville brésilienne qui accueillera les Jeux olympiques 2016 du 5 au 21 août prochain. Arrivés à Rio après 24 heures de voyage, Ruth Bagui, Mamina Kone, Cheikh Cissé Salah Junior et leur encadreur, Maître Tadjou Atada et Maître Shérif Adams, ont observé une journée de repos avant de renouer avec les entraînements le lendemain. Dans les salles ultra modernes mises à leur disposition, les entraîneurs ont privilégié une mise en forme progressive. Le fitness était notamment au programme de ce premier jour d'entraînement. Les machines évaluatrices de vitesse et d'endurance ont été sollicitées par la suite pour remettre très rapidement les éléphants taekwondoïnes dans le bain, puis quelques simulations de combat ont pris le relais dans le souci de jauger les réflexes et consolider les acquis. Dans l'ensemble, les athlètes ont montré de très bonnes dispositions à la grande satisfaction de Maître Tadjou Atada et de son adjoint, Maître Shérif Adams. On peut donc le dire, la capitaine Ruth Bagui, Mamina Kone et Cheikh Cissé Salah ne sont pas du tout dépaysés dans l'environnement de Rio. Avant leur entrée en lice le 17 août prochain, les protégés du président Bombachek Daniel ont bien pris leur marque dans le village olympique, d'où ils ambitionnent revenir sur les bords de la lagune ébriée avec une médaille olympique. Koulibaly toujours en boxe, mais cette fois-ci sur le plan international. Michel Soro, le Français d'origine ivoirienne, a battu par KO l'Argentin Hector David Saldivia samedi, un combat international à super welter. Oui, il faut dire, pour Michel Soro, c'était une revanche sur le sort. Il y a 1 an de cela, il avait perdu au point dans un combat au niveau du championnat du monde. Oui. Et cette fois-ci, il a su abréger le combat en 3 rounds seulement. Il a pris le titre qui était vacant de WBA, c'est-à-dire World Boxing Association. Et aujourd'hui, il est classé pratiquement 5e mondial. Donc cela va lui permettre de pouvoir briguer la WBC et WBF pour pouvoir unifier le titre.
Et aujourd'hui, il est au sommet de son art, si on peut dire ainsi. Oui. Parce que ça lui fait maintenant 28 victoires, dont 18 avant la limite, et 18 KO. Mais il affrontait aussi quelqu'un qui était un vieux briscard. Lui, il avait 45 victoires, dont 35 KO. Et il faut dire que ça n'a pas été facile. Et quand même, il a bien géré ce combat-là. Et aujourd'hui, il fait partie du top 5, comme on le constate aujourd'hui. Et on pense que Michel Soro va nous valoir quand même d'autres lauriers. Nous le disions tantôt, Koulibaly, les Jeux Olympiques démarrent dans 4 jours à Rio. Et la Côte d'Ivoire est présente au Brésil avec 12 athlètes. La Côte d'Ivoire, bien sûr, représentée par 12 athlètes dans 6 disciplines. Oui, sûrement avec l'athlétisme où tout le monde attend tout le monde a des espoirs de médailles. Oui. Avec Aouré, Talou et puis peut-être une finale avec Ben Youssef. Et surtout le taekwondo où pour la première fois on a Chisek qui vraiment au top mondial fait partie vraiment du trio dans sa catégorie des moyens. Et puis il y a Gbagbo Urut aussi. Donc on peut espérer vraiment un succès ivoirien après 84. Il y a longtemps, la Côte d'Ivoire atteint une médaille olympique. Et je pense que cette médaille olympique, elle peut être proche. On peut l'accueillir cette fois-ci à Rio de Janeiro avec un peu plus de chance. Vous savez, on est en sport et tout se joue à très peu de choses. Un 100 mètres, on l'a vu récemment, on a vu Talou qui a battu Shelly Ann Fraser. Il y a beaucoup d'espoir, oui. Mais Shelly Ann Fraser demeure quand même, d'ailleurs elle est porte-drapeau de la Jamaïque pendant ces Jeux-là. Elle demeure toujours vraiment un adversaire redoutable et cela peut se jouer à très peu de choses, mais croisons les doigts et espérons que les Ivoiriens vont nous revenir avec une médaille, peu importe la couleur. On l'espère. En tout cas, on parlait tantôt de 12 athlètes. En athlétisme, nous avons Muriel Aouré, Marie-Josée Talou, Ben Youssef Meïté et puis Yua Wilfried. Il faut souligner que Muriel Aouré est la porte-drapeau de l'équipe de toute la délégation ivoirienne à ces JO. Oui, c'est une fierté toujours pour un athlète d'être le porte-drapeau. C'est une sorte de capitanat qu'on vous donne. Et déjà en 2012, elle avait été porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. Oui. Bien avant elle, c'était Ben Youssef aux Mondiaux. Oui. Et cette fois-ci, c'est tout à fait normal. Il y a des critères qui rentrent en jeu pour désigner un porte-drapeau. Souvent, c'est le plus ancien, souvent, c'est le plus titré. On a vu la Jamaïque a choisi, c'était Bolt qui était choisi. Il a décliné cette offre-là au profit de Shelly Ann Fraser. Chez les Français, c'était Teddy Riner. Tout le monde sait qui il est. Oui. On peut dire que c'est le judoka le plus titré du monde actuellement et qui a été choisi et ainsi de suite. Donc, en fonction du palmarès, de l'aura de l'athlète, le choix s'est fait. Et aujourd'hui, indiscutablement, c'est Muriel Aouré. Pour la Côte d'Ivoire, elle a été quand même double fois vice-championne du monde. Voilà, au taekwondo, nous avons Cissé Cheikh Salah Junior, Ruth Gbagboui et Mamina Kone. En natation, nous avons Talita T. Flan, Thibaut Dao. Il faut souligner que la natation est invitée, la natation ivoirienne est invitée à ces Jeux olympiques. Et puis en judo, nous avons Zouleya Daboné, en escrime Gladys Sakoa Gbaï et puis tir à l'arc, nous avons que René Philippe Kwasi. Carla Frangili a été, on peut dire ça comme ça, disqualifiée. Oui, elle ne partira plus. Pas disqualifiée pour des problèmes de compétences. Sa compétence n'était pas en jeu. N'était pas en jeu, sa compétence n'était pas en jeu. Mais je pense que le passeport n'a pas été fait à temps, le passeport sportif n'a pas été fait à temps. Donc du coup, elle ne peut pas compétir encore pour la Côte d'Ivoire. Elle demeure italienne. Voilà, pour conclure sur ces JO, on parle de la règle 40 des Jeux olympiques. Alors, Koulibaly Seydou, qu'est-ce que c'est que la règle 40 des Jeux olympiques? La règle 40, c'est tout simplement, on appelle ça une période olympique qui s'étend sur 29 jours à chaque Olympiade. Cette fois-ci, elle démarre du 27 juillet au 24 août prochain. Et pendant cette période-là, les athlètes ont des obligations vis-à-vis du Comité international olympique. Pendant cette période, tous les athlètes ont le droit de mettre en berne leurs sponsors et les annonceurs qui les accompagnent régulièrement, sauf si ces annonceurs-là sont ceux qui communiquent avec le Comité international olympique. Maintenant, il y a des athlètes qui peuvent obtenir des dérogations vraiment spéciales, mais c'est très difficile à obtenir parce que le Comité international olympique brasse assez large
Et tous les termes qui sont liés à l'olympisme, Altus, Fortus, Celtus, ou que ce soit Jeux olympiques ou Rio 2016, et tous ces termes-là sont pratiquement interdits au niveau de choses. Donc, tous les athlètes, que ce soit les athlètes, les délégations, les entraîneurs, personne n'a le droit de communiquer avec d'autres sponsors. Et les sponsors n'ont pas le droit aussi d'utiliser l'image de ces athlètes-là en fonction des Jeux olympiques pendant cette période de 29 jours. Voilà. Merci à vous, Coulibaly Seydou. En tout cas, nous avons été très bien informés. Parlons foot maintenant avec les quarts de finale de la Coupe nationale qui se sont disputés au stade Robert Champroux de Marcory les 28, 29 et 31 juillet. La FAD a battu Ivoire Academy. La confrontation entre les pensionnaires de Ligue 2 ES Benjeville et Stella s'est soldée par la victoire au tir au but des Magnans. Et puis le Siwe Sport de San Pedro est venu à bout de Tanda. Et puis la SEC Mimosa, grâce à son gardien, je le précise, grâce à son gardien de but, a pris le dessus finalement face au Sporting Club de Gagnoa. Les résumés de ces quarts de finale vous sont proposés par Salif Ouattara, Coulibaly Seydou et Aude Alébé. La messe a été dite ce dimanche au stade Robert Champroux de Marcory. La SEC Mimosa jouera bel et bien les demi-finales de la Coupe nationale. Les jaunes et noirs, portés par un excellent Kofi Kwaku Hervé, se sont imposés au tir au but. Les deux équipes affichent d'entrée de jeu leur ambition, mais ce sont les poulains de Traoré Siaka Gigi qui se montrent les plus dangereux. Malmenés, la réaction des hommes venus du fromager ne se fait pas attendre. Sur une passe astucieuse, à la 20e minute, Joseph Danko, mal inspiré, perd son duel face au portier de la SEC. À la 25e minute de jeu, Adama Bakayoko déborde côté droit et trouve Magbi Laurent Junior qui reprend des volets, mais Abdoul Sissé est sur la trajectoire et prive les Mimos de l'ouverture du score. Juste avant la période d'oxygénation, coup dur pour la SEC. Kone Nabi se blesse dans un duel avec Bini Kouma. C'est sur des larmes qu'il quittera ses coéquipiers. Le retour des vestiaires permet au Sporting de se remettre dans le sens de la marche, mais toutes les offensives seront vaines. 0-0 au temps du temps réglementaire. C'est finalement au tir au but que les deux formations vont se départager. L'international burkinabé Hervé Kofi repousse les 3 premières tentatives de ses adversaires avant que Bakayoko Adama ne libère les jaunes et noirs. Les demi-finales de cette 53e édition promettent de chaudes empoignades. La SEC Mimosa croisera le Stella Club d'Adjamé, tandis que les académiciens de la FAD en découdront avec le Siwe Sport de San Pedro. Au bout du suspense, le Siwe Sport de San Pedro s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe nationale, après son succès face à l'AS Tanda. Pourtant, ce sont les étoiles du Zanzan qui se montrent décisives dès la 14e minute. Gérard Kofi sert idéalement Boakofi Devi pour l'ouverture du score. Piqué au vif, les portuaires réagissent 7 minutes plus tard. Sur un coup franc magistralement tiré, Cédric Kodjo, très en vue dans ces matchs, permet au Siwe Sport de rétablir la parité. Un but partout à la pause. De retour des vestiaires, les deux formations se procurent des occasions, mais n'arrivent pas à les transformer. Le score ne changera plus jusqu'au terme du temps réglementaire. C'est finalement à l'épreuve fatidique des tirs au but que tout s'est joué. Après une première série soldée par un score nul, 4 tirs au but partout, Sek Diabagaté s'est présenté, offre la qualification au Siwe. Score final, 5 tirs au but à 4. C'est la Coupe nationale, il fallait s'attendre à tout. Et nous avons préparé nos enfants à toute éventualité, y compris le tir au but. Et voilà, nous avons gagné, je ne peux être que très satisfait. Le Siwe Sport de San Pedro rejoint donc la FAD en demi-finale de la Coupe nationale. Dans cette opposition longtemps restée fermée entre Benjerville et Stella, deux pensionnaires de la Ligue 2, la véritable occasion de but intervient à la 16e minute par un tir du Stella Club d'Adjamé détourné en corner. L'entente sportive de Benjerville ne tarde pas à réagir, mais Samba Diabaté manque d'inspiration. 0-0 à la mi-temps. Le café servi aux joueurs du Stella Club d'Adjamé à la pause semble produire ses effets en seconde période.
Les Magnats d'Adjamé trouvent le chemin défilé à la 56e minute sur une tête de Tano Jacques Alain. Une joie de courte durée car Dalé Franck arrache l'égalisation pour l'entente sportive de Bingerville à la 81e minute de jeu. 1-1 au terme du temps réglementaire. C'est finalement l'épreuve fatidique des tirs au but que la décision se fera. Mohamed Kotoko, le portier du Stella Club d'Adjamé, repousse les 3 premiers tirs des Bingervillois. On était préparé pour le tir au but. On s'est vraiment préparé pour ça. Les Magnats d'Adjamé se qualifient dans le dernier carré de la Coupe nationale. La hiérarchie a été respectée dans le quart de finale qui a opposé la FAD, un club de Ligue 1 à Ivoire Academy évolué en Ligue 2. Djamajoué Amiens a rapidement ouvert le score pour la FAD dès la 16e minute. Il faut attendre le retour des vestiaires pour voir une réaction des pensionnaires de la Ligue 2. 58e minute, Ousmane Niada, le portier de la FAD, est sauvé par sa barre transversale. Un avertissement pris au sérieux par la FAD qui va corser l'addition par Jacob Ezekiel à l'heure de jeu. Mais il en faut plus pour décourager Ivoire Academy qui réduit le score sur cette belle tête de Diabaté Ibrahim à la 76e minute avant de s'offrir une dernière occasion dans les ultimes moments du jeu. Dans le temps additionnel, la faute sur l'attaquant de Ivoire Academy semble indéniable, mais l'arbitre Kambou Tangba ne réagit pas. De quoi susciter la colère de Jackie Kanozi, le coach d'Ivoire Academy. Pour moi, il y avait pénalty. Je redemande à mon joueur qui me dit honnêtement, oui, j'ai été déséquilibré. À partir du moment où il y a des équilibres dans la surface de réparation, il y a faute. Même si c'est dans les arrêts de jeu, même s'il reste 30 secondes, il y a faute. Donc il doit siffler, il doit être en mesure de siffler. Les poulains de Guamédé Maxime se hissent en demi-finale de la Coupe nationale. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Notre premier invité nous a rejoint. Il s'agit de M. Dié Foneye, secrétaire administratif de la Ligue professionnelle de football. Bonsoir, M. Dié Foneye. Bonsoir, Anne-Marie. Avec vous, nous allons parler bien sûr des dispositions pratiques quant à la finale de la Coupe nationale. Effectivement. Ok, mais avant, nous allons débriefer avec Koulibaly Seydou, ces quarts de finale que nous avons vus tout à l'heure. Voilà, Koulibaly Seydou, ce sont donc la FAD, le Série Sport de San Pedro, le Stella Club d'Adjamé et la SEC Mimosa qui ont composté leur ticket pour le dernier carré de la 53e édition de cette Coupe nationale. Oui, avec des demi-finales de feu, il y aura un COE à FAD très attendu entre une équipe du COE qui a repris du poids de la bête et qui est en train de grimper au niveau du classement, au niveau de la Ligue 1. Moi, je voudrais, Koulibaly, saluer le mental fort de cette équipe du COE, parce que le COE a été mené lors des 8e de finale face au WAC, mais le COE a trouvé les ressources nécessaires pour revenir et gagner encore face à un demi-finale, un quart de finale. Le COE a eu ce même mental fort-là pour pouvoir se qualifier pour le dernier carré. Donc, c'est à souligner. Justement, c'est ce que je disais, ça va être une demi-finale de feu, et sûrement la plus équilibrée entre le COE et la FAD, même si la FAD est dans le ventre mou du championnat actuellement. Tout à fait. Nous sommes en coupe et Dame Coupe, généralement, est très capricieuse. Donc, elle ne se laisse pas conquérir si facilement. Et on pense qu'entre le COE et la FAD, ça va être très, très chaud. Et puis, de l'autre côté, en d'autres temps, ASEC Stella aurait été vraiment le vrai choc de ces demi-finales. Mais aujourd'hui, le Stella a raté la montée en Ligue 1 cette année.
Et l'ASEC peine un peu dans le championnat, même si les Mimos sont dans le top 5 encore, ils peinent un peu en championnat, ils traînent un peu en Ligue des Champions. Et entre l'ASEC et le Stella, on peut dire que ce sera un duel quand même assez équilibré, même si le rapport de force sur le papier n'est pas le même. Voilà, donc ces rencontres se disputeront ce mercredi 3 août au stade Robert Champrou de Marcory. AFAD Sewe, c'est prévu à 15h30 et puis Stella ASEC Mimosa à partir de 17h45. Alors, Monsieur Dié-Foneye, vous êtes là pour nous parler des grandes lignes de l'organisation de la finale de la Coupe nationale. Oui, Anne-Marie, je voudrais tout d'abord, au nom du président de la Fédération ivoirienne de football, adresser tous nos remerciements au DG de la RTI pour avoir permis donc à la FIF d'être présente sur ce plateau pour présenter les grandes lignes de ce grand événement sportif national qu'est la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Pour la finale de la 53e édition de la Coupe nationale, nous revenons à Abidjan. L'année dernière, nous étions à l'intérieur du pays, plus précisément à Gagnoa. Et cette année, nous revenons à Abidjan. Et la finale de la 53e édition de la Coupe nationale aura lieu donc au stade Robert Champrou de Marcory le samedi 6 août, heure du coup d'envoi 16h00. Et à la différence des éliminatoires de la Coupe nationale, au terme du temps réglementaire, s'il y a égalité, nous allons faire une prolongation de 2 fois 15 minutes. Et si à l'issue de cette prolongation, il y a encore égalité, nous irons donc au tir au but. C'est valable que pour la finale ou c'est valable seulement que pour la finale. Que pour la finale. Voilà, que pour la finale. Et aussi au niveau de la coopération entre la Fédération ivoirienne et la Fédération burkinabé de football, il y a des échanges d'arbitres pour les finales des deux pays. Donc nous allons recevoir 3 arbitres burkinabés pour officier cette finale de la Coupe nationale. Et en retour, nous aussi, nous avons envoyé 3 Ivoiriens pour officier la finale de la Coupe nationale au Burkina Faso. Alors, quelles sont les dispositions pratiques qui ont été prises pour cette finale? Alors, les dispositions pratiques, il faut savoir que le stade Robert Champrou est un stade exigu, à cause de sa petitesse, 2800 maximum, la capacité de 2800 spectateurs. Ce n'est pas au stade Fauboigny. Le stade Fauboigny, c'est 33 000 spectateurs. Et vous savez, il y a des travaux qui s'effectuent actuellement au stade Fauboigny en prévision des Jeux de la francophonie. Tout à fait. Voilà, donc nous sommes obligés d'aller sur un petit stade, le stade Robert Champrou. Et donc, comme les éditions précédentes, le président de la République offre gracieusement l'entrée au stade. Donc l'entrée est gratuite, mais parce que le stade étant à cause de la petitesse du stade, nous allons confectionner des tickets d'entrée, des tickets gratuits qu'on va distribuer gratuitement aux alentours du stade pour ceux qui vont venir au stade. Il y a des endroits précis. Aux alentours du stade? Oui, à différentes entrées, c'est-à-dire au niveau de la clinique samaritaine, et puis en face de l'hôtel Amanier, et du côté de la grande surface commerciale Carrefour. Dans ces différentes entrées, nous allons positionner des personnes là-bas pour distribuer ces tickets. Donc, c'est celui qui sera détenteur du ticket qui pourra avoir accès au stade. Toutes les dispositions de sécurité ont été prises. L'effectif de la police a été revu considérablement à la hausse pour vraiment assurer la sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du stade. Et au niveau de la circulation aussi, vérifier tout, parce que la circulation sur la rue qui est en face du stade sera à sens unique. À sens unique. Est-ce qu'il y aura une animation particulière ce jour-là? Ah oui, pour garder en éveil, parce que l'ouverture des portes c'est à 12h. Donc pour garder en éveil les spectateurs qui seront là au stade jusqu'à 12h, il faut une animation. Donc une animation est prévue, il y aura des majorettes et la fanfare de Trècheville, et il y aura la musique de la garde républicaine, il y aura des artistes qui vont venir, je ne peux pas donner les noms encore pour l'instant, le temps de trouver des accords avec ces artistes. D'accord. Voilà. Et donc il y aura tous ces personnes pour faire une animation avant le coup d'envoi à 16h. D'accord. Monsieur Dié, est-ce que vous avez un message à lancer aux populations, à toutes les populations qui nous regardent en ce moment? Oui, je voulais lancer un appel à tous ceux qui vont se rendre au stade. Oui, allez-y. Il faut qu'ils soient disciplinés. Disciplinés parce que nous organisons une finale dans un stade qui est vraiment petit. 2800 spectateurs, mais nous allons confectionner 2500 tickets parce qu'il faut laisser une marge sécuritaire.
Et là, je demande donc à tous ceux qui vont se rendre à la finale d'être vraiment disciplinés, hein, parce que si la sécurité constate que le stade est plein, elle va fermer la porte. Elle va fermer la porte. Et puis au niveau des parkings, hein, nous allons délivrer des laissez-passer à ceux qui ont droit vraiment à faire entrer les véhicules à l'intérieur du stade. Hein, vraiment, toutes les dispositions au niveau sécurité ont été prises. Et ça sera à quelle catégorie de personnes? Bon, au niveau de la tribune A, il faut dire que c'est les personnalités gouvernementales, le ministre et sa suite, les ambassadeurs et les membres du comité exécutif. Oui. Et la tribune B, les autres présidents de club. Ensuite, tous les autres spectateurs, c'est à l'extérieur du stade. Voilà. Voilà, donc je rappelle à M. Dié Foneye que la finale de la 53e édition de la Coupe nationale aura lieu le 6 août à partir de 16h. 16h00. Comme vous le savez aussi. Champrou de Marquerie. Ouais. Voilà. Je peux continuer? Allez-y. Ouais, pour dire que cette finale, effectivement, est importante pour les clubs de Ligue 1 parce que le vainqueur, ça donne au vainqueur le ticket pour participer aux compétitions interclubs de la CAF, oui, à savoir la Coupe de la Confédération. C'est pour ça que cette compétition est vraiment importante aussi pour les clubs de Ligue 1. Voilà, merci à vous, M. Dié Foneye. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif de la Ligue professionnelle de football. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi à vous. Voilà. 4e journée de la Ligue des champions, CAF Lasec Mimosa a été contraint au nul par le Zesco United de la Zambie mercredi dernier au stade Robert Champrou de Marcory. Revenons ensemble sur les temps forts de cette rencontre avec Cathy Touré. Un match nul aux allures de défaite pour l'ASEC Mimosa face à Zesco United. Et pourtant, ce sont les Mimos qui s'offrent les meilleures occasions. Les Zambiens n'auront qu'une seule tentative nette en première période. Même scénario à la reprise pour l'ASEC qui ouvre le score à la 75e minute par Kone Nabi. Une joie très vite gâchée avec l'égalisation de Jackson moins de 5 minutes plus tard. 3e du groupe A, l'ASEC n'a plus le choix. Les Jaunes Noirs devront remporter leurs 2 derniers matchs face à Al Ahly d'Égypte et au WAC afin de poursuivre l'aventure. Voilà, Koulibaly, l'ASEC a seulement pris 1 point. Mais est-ce que l'ASEC a encore ses chances de qualification? Oui, dans ce groupe, il faut dire que toutes les équipes ont encore une chance de qualification. Même si Zesco et le WAC contrôlent la course avec 7 points chacun, il faut dire que les autres équipes, que ce soit l'ASEC Mimosa ou Al Ahly du Caire, ont encore des chances parce que le national a pratiquement, comme on dit dans le jargon populaire, mélangé un peu les choses. Et a fait une bonne affaire aussi pour l'ASEC. Oui. Parce que le national est allé gagner à Casablanca 1-0. Là où personne n'attendait une victoire de Al Ahly. Al Ahly est parti gagner après avoir perdu ses premiers matchs et avoir fait un match nul. Donc le national a tout relancé. Et du coup, toutes les équipes se tiennent de peu. Parce que là, on a le WAC qui a 7 points, on a Zesco qui a 7 points, l'ASEC et Al Ahly ont 4 points. Donc il reste 2 journées encore. Et pour l'ASEC, je pense que ce sera 2 finales à jouer. D'abord, un déplacement à Casablanca, oui, pour une revanche, parce qu'on a vu dans quelles conditions l'ASEC a été battu ici. Oui. Un but un peu, on peut dire un but gag. Et là, je pense que ce sera une revanche pour l'ASEC de partir prendre 3 points là-bas aussi. Et puis, il y aura surtout le match retour le 23 août face au national ici au Champrou. Oui. Et je pense que l'ASEC a son destin en main. Il faut gagner les 2 matchs qui restent. C'est 2 finales à jouer. Si l'ASEC gagne ces 2 matchs, à coup sûr, l'ASEC sera parmi les 2. L'un des 2 sera l'un des 2 qualifiés pour les demi-finales. Donc on retient qu'il y a encore de l'espoir pour le seul représentant ivoirien. Oui, même si c'est difficile, même si la mission paraît difficile, elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible. Voilà, merci à vous, Koulibaly Seydou. Nous continuons avec les cours FIFA réservés aux entraîneurs
des structures de formation inscrites dans le championnat de jeunes. Donc, ces cours FIFA en complicité avec la réalisation, je crois que voilà, merci beaucoup. Donc, je rappelle que ces cours FIFA réservés aux entraîneurs des structures de formation inscrites dans le championnat de jeunes a pris fin ce vendredi 29 juillet au Centre technique national de football de Benjaville avec l'engagement des coachs d'améliorer les compétitions des jeunes. Une belle opportunité de tirer le meilleur profit des cours dispensés par l'expert français Jean-Pierre Marlans. Cette base solide devrait donc être capitalisée pour l'amélioration du football élite jeune. Alors, Koulibaly, c'est une très belle chose, cette formation. Oui, parce qu'il n'y a pas de football fort sans formation de cadres. Et l'école des cadres est très importante. Tant que vous ne faites pas la formation des cadres, vous ne pouvez pas avoir une élite assez bien formée. Donc, je pense que la FIFA l'a compris depuis un bon moment. Et les séminaires se multiplient, tant au niveau de la formation des jeunes qu'au niveau de la formation de nos formateurs eux-mêmes. Donc, c'est une très bonne initiative parce qu'un football fort repose d'abord sur une école des cadres assez solide. Merci. Nous avons notre deuxième invité. Il s'agit du président Nzi Brou Michel. Il est le président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Anne-Marie. Et merci d'être sur notre plateau. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui a changé éventuellement au tennis de table depuis votre arrivée à la tête de cette fédération le 22 août dernier? Il faut savoir que le tennis de table, avant que nous arrivions à la tête de cette fédération, oui, était confronté à d'énormes difficultés. Je pense que vous-même, en tant que journaliste sportif, vous le savez. Oui. Et donc, nous avons essayé, tant que faire se peut, de ramener tout le monde autour de la table. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, le tennis de table est vraiment une fédération qui est très unie et qui donc travaille dans la joie et dans la paix. Alors, quelle place occupe le genre dans votre fédération? Écoutez, nous faisons du genre un élément très important. Oui. Pour preuve, nous avons 3 vice-présidents. Il y a un des vice-présidents qui est une dame. Oui. Et au niveau de la trésorerie, il y a le trésorier adjoint qui est une dame. Parce que nous estimons que le sport doit être un sport qui est pratiqué par tout le monde. Et donc, dans les instances de décision, il faut que la femme soit également là. Après le circuit mondial junior et cadet et le tournoi ouest africain, quel bilan faites-vous maintenant? Après ces 3 événements, nous pouvons dire que vraiment nous sommes sur la bonne voie. Il faut savoir qu'en total, nous avons récolté 15 médailles, dont 9 d'or en une année. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez encourageant. Et nous avons vraiment l'envie de faire en sorte que le tennis de table soit un sport qui est pratiqué par beaucoup de personnes. Et qu'est-ce que vous allez faire pour y arriver? Eh bien, nous allons essayer de faire de la sensibilisation. Nous allons faire du développement aussi bien dans les villes de l'intérieur qu'à Abidjan. Et nous ambitionnons donc de faire du tennis de table une discipline scolaire. Et nous avons déjà pris quelques contacts avec la direction de la vie scolaire dans ce sens-là. Alors, d'abord, quel est l'avenir de ces champions juniors et cadets? La suite pour eux, ce sera quoi? Bon, ce sont des étudiants. Oui. L'un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que nous puissions les accompagner jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'on appelle le sport-études. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons un d'entre eux qui est aux États-Unis et qui est allé pour bien entendu participer à des tournois, mais qui reste et qui va commencer donc ses cours. Et nous pensons que c'est la chose vers laquelle il faut aller, comme ça se passe au niveau des autres sports, notamment au football et au basket. Voilà, on sait que le tennis de table a fait partie des disciplines qui ont été retenues pour les Jeux de la francophonie qui auront lieu ici même à Abidjan. Absolument. Le tennis de table est l'un des sports retenus. Et nous nous engageons véritablement dans le travail que nous faisons à être, j'allais dire, au point au moment où ces Jeux de la francophonie vont commencer. Et donc, cela implique beaucoup de tournois, ce que nous faisons. Nous remercions au passage tous ceux qui nous apportent leur concours. Ouais. Et je voudrais profiter de votre micro, votre antenne du moins, pour remercier Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, d'adresser également un remerciement particulier sincère au chef d'état-major, qui est lui-même pongiste et qui a accepté de présider les finales du tournoi qui a eu lieu il y a 15 jours.
et bien entendu remercier tous ceux qui nous accompagnent, particulièrement la télévision ivoirienne qui a toujours été à nos côtés, ainsi que la presse sportive. Merci. Alors, pour terminer, à court et à moyen terme, quelles sont les ambitions de votre fédération? Ben, nous voulons, disons, arriver à peu près à 20 000 licenciés. Aujourd'hui, nous en sommes qu'à 1500 et nous nous donnons pour, jusqu'à la fin de notre mandat, d'arriver à 20 000 licenciés et de faire en sorte que le tennis de sable soit pratiqué vraiment à une échelle beaucoup plus large au niveau national. Cela pour, disons, détecter des valeurs et pourquoi pas demain à compétir en international pour amener des lauriers à la Côte d'Ivoire. Voilà, merci à vous, Monsieur Nzi Bro-Michel. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération ivoirienne de tennis de table. Merci beaucoup. Merci. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan va abriter les 8e Jeux de la francophonie. À cet effet, le président de la République a procédé à la nomination d'un ministre chargé de ces Jeux en la personne du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Et Salif Ouattara, dans ce reportage, nous en dit un peu plus sur le gouverneur qui a été nommé. Une visite de terrain sur les différents chantiers entamés et une conférence de presse pour rassurer les francophones et les partenaires de la Côte d'Ivoire. Les mots-clés du ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie, le gouverneur Robert Begré-Mambé. Délai, calendrier et qualité. Face à la presse nationale et internationale, le ministre Begré-Mambé s'est fixé une mission bien claire, mériter la confiance placée en lui par le chef de l'État. Dans tous les cas de figure, au plus tard, au mois de février 2017, plus un mois, c'est-à-dire au mois de mars, nous aurons terminé tout l'aménagement nécessaire à l'hébergement des athlètes. Les 3 chantiers que vous avez cités, à juste titre, seront terminés au plus tard en novembre, au plus tard 2016. C'est-à-dire d'ici fin octobre 2016, on pourra vous inviter à aller visiter ces Jeux. Les techniciens du CNJ savent que là-dessus, il n'y a pas d'amitié. 11 mois qui sonnent comme un ultimatum pour le ministre, pour la réussite sécuritaire, populaire et marketing des 8e Jeux de la francophonie. Car en somme, ces Jeux doivent permettre de vendre un modèle de vie abidjanais et une marque, la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 1 an, nous n'avons plus droit à l'erreur. Les décisions et les actions que nous devons conduire doivent être des actions pleines, entourées de toutes les visions et avec la présence du ministre-gouverneur Mambé qui était avec nous dans le comité de pilotage, il était vice-président. Nous croyons que nous allons aller au pas qui nous est indiqué par le comité international et en posant les actes que la francophonie attend de nous dans l'accueil de nos frères dans 1 an. Prévu du 21 au 30 juillet 2017, les Jeux de la francophonie accueilleront les 57 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Un enjeu crucial de réussite pour la Côte d'Ivoire. Alors, Koulibaly, nous sommes pratiquement à moins d'1 an de la tenue effective de ces Jeux de la francophonie ici à Abidjan. Alors, quel peut être l'impact de cette nomination sur l'avancée des travaux? Contrairement à certains qui pensent que c'est peut-être désavouer les ministères auxquels revenait l'organisation pratique de certaines choses de ces Jeux de la francophonie, je pense plutôt que la nomination du gouverneur va plutôt fédérer toutes les énergies. Parce qu'il faut dire que pour organiser ces Jeux-là, il y a 4 ministères qui sont concernés. Il y a la recherche scientifique, il y a la communication, il y a le sport et loisirs et il y a la culture. Donc c'est vraiment un chantier qui est assez vaste. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire a pris un peu de retard dans certains domaines, surtout le domaine de la logistique. Et je pense qu'en mettant quelqu'un à la tête d'un comité pour piloter et contrôler un peu plus ou moins certaines choses. Et comme il a dit, le gouverneur lui-même l'a dit, jusqu'en février ou mars, on sera assez
assez précis sur certains faits, c'est-à-dire que certains sites qui ne sont pas encore prêts, on saura où nous en sommes exactement. Et je pense que c'est pour accélérer un peu les choses. Et c'est une bonne chose, d'avoir quelqu'un du Sérail, contrairement à ce que peut-être aussi certains pensent. Le gouverneur est quelqu'un qui est un homme de sport. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Il est l'homme de la situation parce que c'est d'abord le gouverneur du district d'Abidjan. Oui. Et on sait que les Jeux de la francophonie, c'est d'abord une ville. C'est un pays, mais c'est d'abord une ville. Donc c'est la ville d'Abidjan qui a été choisie. Et je pense qu'il est le patron de la ville d'Abidjan. Donc c'était tout à fait normal que lui, le patron de la ville d'Abidjan, soit en relation et avec la communication, la recherche scientifique, les sports, loisirs et la culture, pour fédérer toutes les énergies pour que les Jeux de la francophonie à Abidjan soient une réussite. Voilà, le gouverneur qui, je le rappelle, avait participé activement aux Jeux précédents à Nice, en France. À Nice d'ailleurs. Ouais. Voilà, la randonnée pédestre et du bien-être. Qu'est-ce que c'est et comment et où se pratique cette discipline? La réponse, c'est avec Aude Alégué qui consacre le 17e numéro 2 à la découverte à cette discipline. C'est la commune de Yopougon qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre de notre rubrique à la découverte. Avec cette population, nous allons parler aujourd'hui d'une activité qui est la randonnée pédestre et du bien-être. Bonsoir et installez-vous pour les détails. La randonnée pédestre est une activité de plein air qui consiste à suivre un itinéraire balisé ou non. Elle s'effectue à pied et c'est un loisir de découverte et une forme d'exercice physique facilement accessible et praticable. La marche existe depuis longtemps. C'est au 19e siècle que la randonnée apparaît. Elle se différencie de la marche pratiquée comme un moyen de locomotion. L'un des pères de la randonnée est Horace Bénédicte. La randonnée pédestre est souvent le moyen d'un ressourcement intellectuel ou spirituel. Elle peut se révéler comme un moment d'échange, de réflexion, de rapprochement avec la nature. La randonnée pédestre est une activité qui peut se pratiquer de façon informelle ou en club. La Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être FIRAP permet d'organiser la pratique, de gérer et de représenter les intérêts des randonneurs. Il est bon de savoir qu'on ne vient pas au sport dans le simple but de venir au sport. Il faut connaître son identité médicale et une fois l'identité médicale connue, on forme et on encadre les encadreurs pour que les encadreurs puissent donner l'exercice physique qu'il faut aux membres. Activité de plein air pratiquée aussi bien par les enfants que les personnes âgées, la randonnée a des difficultés qui résident dans sa longueur, son dénivelé, son altitude, la complexité du cheminement du terrain qu'elle parcourt. Avant une randonnée, il est préférable de la préparer en établissant un itinéraire et en emportant le matériel, les chaussures et les vêtements adaptés. On distingue des randonnées sur des sentiers bien tracés, en montagne avec un tracé interrompu, des randonnées en montagne exigeant des sentiers pas forcément visibles partout, des randonnées alpines difficiles et des randonnées alpines exigeantes souvent sans traces. Pour des randonnées pédestres, la randonnée se déroule généralement sur des sentiers. Des milliers de kilomètres de sentiers ont été aménagés pour la randonnée. Des cheminements peuvent aller de quelques kilomètres jusqu'à plus de 10 000 kilomètres pour le sentier européen E4. C'est un sentier de grande randonnée d'une longueur de 10,450 km. Ils sont repérés sur le terrain par des balises peintes ou inscrites sur des panonceaux. Des guides appelés topoguides et des cartes de randonnée permettent de connaître leur itinéraire. Les valeurs moyennes de progression sont en général de 0 à 5 km par heure avec 300 à 350 mètres de dénivelé par heure en montée et 400 à 450 mètres de dénivelé par heure en descente. Ces valeurs sont à ajouter en fonction des personnes, des difficultés et des conditions météorologiques. Sauver des vies pour donner la vie, le slogan de la FIRAP qui est né le 13 juin 2015 et a pour activité principale la marche à laquelle il faut associer le fitness, le jogging, le stretching et les mouvements gymniques et la Zumba party. Je conseille à tout le monde la continuité parce que quand on commence, il ne faut pas relâcher. Et puis, les athlètes en général sont pris en fonction de l'âge.
On sélectionne. En gros, deux sélections, c'est-à-dire de 0 à peut-être 40 ans. Et puis après, le troisième âge, ils sont sélectionnés. Les distances ne sont pas pareilles, les mouvements ne sont pas pareils. Il y a certains mouvements qui sont pareils, mais d'autres non. Quand la personne ne peut pas, on ne l'oblige pas. Mais notre rôle, c'est de l'amener à se surpasser. Avant, j'avais des problèmes de genoux, problèmes de fibromes, mais aujourd'hui, tout va bien, tout va bien. On se sent revivre, tout simplement. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être compte 188 clubs et 38 661 membres. 17 ligues reparties à Abidjan et à l'intérieur du pays. Quand on randonne le long d'une route, il faut utiliser les trottoirs ou marcher en file indienne sur le côté gauche de la chaussée pour éviter les véhicules qui arrivent. Se rendre visible, si c'est la nuit, en utilisant une lampe de poche. À Abidjan, les randonnées pédestres de la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et du bien-être pour tous se déroulent dans les quartiers, sur le bitume, dans les parcs et les réserves nationaux. La présidente Essan Marie-Laure a mis la santé pour tous et pour chacun, le bien-être des Ivoiriens au cœur de la politique de sa fédération. Elle a réussi à faire signer des conventions et des partenariats avec des structures spécialisées. Pour sa combativité et sa quête du bienfait et du savoir, la FIRAP sera admise à la parafiscalité en 2017. Donner des vies pour sauver des vies, le slogan de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être FIRAP, cette jeune et nouvelle fédération qui, à travers la danse et la marche, veut inculquer à la population ivoirienne l'importance du sport. Voilà, merci Aude. On va tous y mettre, c'est promis, n'est-ce pas? Promis, juré. Voilà, nous avons notre dernier invité, il s'appelle Alabi Abiba. Il vient d'être sacré champion du monde de Scrabble classique de la francophonie. C'est ça. C'est ça, exactement. Alors, cette compétition s'est déroulée du 21 au 28 juillet 2016 à Agadir au Maroc. 30 pays y ont participé. D'accord, oui. Il faut dire que chaque année, pour notre discipline, le Scrabble, nous organisons les championnats du monde. Et au Scrabble, c'est un peu comme dans l'athlétisme, nous avons plusieurs disciplines. Nous avons le Scrabble duplicate et le Scrabble classique. Et donc la Côte d'Ivoire cette année a été championne du monde de Scrabble classique. Alors lors de cette compétition, comment ça s'est passé concrètement? Bien, en fait, il faut dire que le Scrabble classique, c'est cette forme de Scrabble-là que nous voyons et que les gens pratiquent soit sur leur tablette, sur leur téléphone, Android ou bien à la maison, qui met en opposition deux adversaires, chacun à son tour pioche 7 lettres et joue un mot et ensuite permet à l'adversaire aussi de jouer son mot. Nous avons joué ce championnat en 17 rondes, c'est-à-dire les joueurs vont s'affronter de ceux qui n'ont pas encore perdu jusqu'à ceux qui perdent, c'est-à-dire quand on commence, on procède par tirage au sort, vous vous affrontez et le meilleur sur les 17 rondes, les deux meilleurs sur les 17 rondes jouent la finale. Et pour cette année, la finale s'est jouée entre le Gabonais Madela et moi, et cela a vu mon succès. En tout cas, encore toutes nos félicitations. Alors là-bas, ça s'est très bien passé pour la Côte d'Ivoire, tant mieux. Toutes nos félicitations encore. Alors vous, quelle est la suite après ce sacre au Maroc? Bien. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, via les réseaux sociaux, fête ce sacre. Oui. Mais il faut dire que derrière ce sacre, il y a eu un travail qui a été abattu. C'est le travail de toute une équipe qui a été chapeautée par le président de la Fédération ivoirienne de Scrabble, un grand monsieur. Je vais ici citer M. Elbani Fadi, qui, avant même le ministère des Sports, qui est notre tutelle, a eu foi en cette équipe-là, qui depuis 2013 nous a fait aller en 2014 au Sénégal. En 2015, a même organisé la Coupe d'Afrique ici. Et cette année, en 2016, nous avons été à Lomé. Et moi, encore votre serviteur, j'ai été champion d'Afrique dans la même discipline. Et pour dire que depuis 2013, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique de Scrabble grâce à Elbani Fadi et qui malheureusement n'arrive pas à participer aux compétitions internationales. Je veux parler de la Coupe du Monde. Ce que les autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale arrivent à faire. Alors et pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'arrive pas à y participer? Bon, ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces années, nous avons constitué des dossiers auprès des ambassades. Je veux dire, en 2013, ça s'est joué à Montauban. En 2015, on devait aller en Belgique. On nous demande au sein de la Fédération ivoirienne de Scrabble à chaque athlète
d'aller déposer son dossier, lequel dossier n'est pas appuyé par la tutelle. Donc on va souffrir tous d'un rejet de visa. Et donc, ces Ivoiriens-là n'arrivent pas à participer à ces compétitions. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec la tutelle, avec le ministère des Sports? Bien sûr. Je vous ai parlé de M. Elbani Fadi, qui est le président de la fédération. Oui. Mme Kinimo était à son élection. Et nous avons un comité directeur qui est tout le temps dans les couloirs du ministère. Nous déposons les dossiers et on nous classe souvent de sports dits ou de fédérations dites mineures. Et c'est ce qui nous pose des problèmes. Mais j'ai suivi l'intervention de M. Koulibaly Seydou tout à l'heure relativement aux Jeux Olympiques dans la première partie du tableau. Oui. Il a dit qu'il espère que la Côte d'Ivoire viendra avec des médailles. Et que depuis 1984, nous attendons des médailles. Nous sommes tous des athlètes ivoiriens. Nous, pour le Scrabble, nous avons hissé haut le drapeau national. Je pense qu'il faut déjà commencer par remercier cette équipe nationale de Scrabble-là. Et il faut remercier cette fédération ivoirienne de Scrabble qui, pendant 4 années d'affilée, est resté au sommet de l'Afrique et on a eu la chance cette année d'aller participer au championnat mondial parce qu'il s'est déroulé en terre africaine. Je voudrais ici saluer Monsieur le Président, M. Alassane Ouattara, qui, par ses relations avec le Maroc, on ne nous a pas demandé un visa et on est allé, on a montré à toute l'Europe, aux Canadiens, à tout le monde entier que la Côte d'Ivoire est une nation de Scrabble et donc il nous faut des aides. La tutelle depuis 2015 nous soutient, mais ce soutien n'est pas suffisant. Nous voulons encore que les gens nous regardent. Merci, M. Alabi. Est-ce que vous avez d'autres compétitions en vue après ce sacre au Maroc? Bien sûr. Après ce sacre au Maroc, Mme Panot, la présidente de la Fédération française de Scrabble francophone, m'a donné une invitation et m'a demandé d'être à Lille pour les tournois MSI. Et les tournois MSI commencent le 27 août. On va donc revenir sur le problème de visa qui est posé par la tutelle. Donc, je vais profiter de ce temps d'antenne pour demander... Allez-y rapidement, très rapidement. On va profiter de ce temps d'antenne-là pour demander à la tutelle de pouvoir prendre à bras le corps ce dossier et de pouvoir faire comme les autres fédérations africaines le font, charger de prendre mon passeport, m'accorder ce visa. Et ce ne serait pas normal que le champion du monde en titre ne puisse pas être à Lille pour ces tournois MSI. Voilà, merci à vous, M. Alabi Habib. Je rappelle que vous venez d'être sacré champion du monde de Scrabble classique de la francophonie. Merci à vous d'avoir été sur notre plateau. Les finales de la Coupe nationale hommes et dames au volleyball, le lancement officiel des Jeux nationaux des handicapés intellectuels de Côte d'Ivoire, le stage international de karaté-do Chutoryu et la Coupe du monde Espagne 2016 de karaté Nambudo. Tout ça, c'est dans le bonus. Les dames du club Omnisport Descartes sont les nouvelles reines du volleyball ivoirien. Dès le premier set, Der4 en bleu montre ses intentions et donne du fil à retordre aux jaunes et noirs. Elle s'impose 26-24. La SEC se réveille et remporte le second et le troisième set, 25-16 et 25-13. Le dernier set pour les départager sera en faveur de Descartes. Les filles de Massa Koulibaly déjouent tous les pronostics et terrassent les filles de Tal Haïdara, 25-17. À 2 sets partout, le tie-break ou la prolongation est encore l'affaire de Descartes, 15-8. Tal Haïdara, la coach des jaunes et noirs, ne reconnaît plus ses filles. Pour la première fois de son histoire, la SEC Mimosa est battue en finale de la Coupe nationale. C'est le travail qui paye. On a travaillé, on a essayé de corriger les imperfections. Et aujourd'hui, vous avez remarqué vraiment une cohésion au sein des joueuses, une attaque performante. Je crois que c'est ce qui manquait. Hein. Rien n'a marché dans tous les compartiments. Je ne sais pas si c'est la fatigue, mais rien n'a marché. Mais je ne peux pas donner une explication parce que la défaite, là, il faut l'assumer aussi. En écartant l'INJS de la course au titre Tafiré en jaune-vert, a créé la surprise lors des demi-finales. Et au cours de cette finale, les garçons ont essayé d'en faire autant. Mais face à une redoutable équipe de l'Abidjan University Club, ils ont rebroussé leur chemin. Les étudiants ont confirmé leur détermination et se sont tirés avec un 3-7 à 1. 25-17, 25-21, 25-15 et 25-23. Il faut dire qu'on a quand même eu des soucis à aborder ce match-là.
mais avec l'expérience et puis la concentration, ils sont venus à bout de cette équipe de Taféré. La belle surprise de ces finales, c'est donc le club Omnisport Descartes qui remporte son premier sacre devant les championnes en titre, la SEC Mimosa. Le lycée classique d'Abidjan a accueilli plusieurs délégations qui se sont jointes aux athlètes handicapés intellectuels pour la présentation officielle des Jeux nationaux 2016 en présence du président du conseil d'administration de Special Olympics Côte d'Ivoire, le ministre Jean-Luc Billon. Depuis 1993, nos athlètes ont régulièrement participé aux Jeux internationaux et ont hissé haut le drapeau national en Grèce, en Chine, en Irlande et très récemment lors des Jeux mondiaux spéciaux de 2015 ayant rassemblé 170 nations à Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. Ils ont classé la Côte d'Ivoire au premier rang des 25 pays africains présents en remportant 29 médailles, dont 11 en or, 7 en argent et 11 en bronze. Au nom du ministre Amicia, et le ministère des Sports et des Loisirs voudrait encourager cela et demander à toutes les autres fédérations de faire comme cette fédération qui est, nous le savons, difficilement parce que nous savons ce que c'est Special Olympique et même malgré ça, ils sont parmi les meilleurs. Ces athlètes se sont illustrés dans leurs différentes disciplines sportives. Leur compétition collective est unifiée pour faciliter leur inclusion sociale et briser les barrières entre les athlètes handicapés intellectuels et les athlètes valides. Ces rencontres servent à évaluer le travail accompli dans les clubs et à sélectionner les meilleures performances qui représenteront la Côte d'Ivoire dans les compétitions internationales. Moi, je dis dans la vie pour jamais désespérer. Donc, mais je dis que tout compte fait sur la terre, c'est Dieu qui bénit. Voilà. Donc, je veux que de la manière que je me donne à fond, là, je veux que mes coéquipiers suivent mes traces aussi. La Côte d'Ivoire compte 7200 athlètes handicapés intellectuels et est au premier rang des 25 pays africains avec 29 médailles, 11 en or, 7 en argent et 11 en bronze. Maître Ryozo Tsukada, 68 ans, ceinture noire, 8e dan, était face à une centaine de pratiquants du Shitoryu dimanche au Palais des Sports de 13 juillet. Pour cet expert japonais, professeur d'arts martiaux, il est toujours important de réviser et d'améliorer les connaissances martiales des karatékas conformément aux prescriptions de la Fédération mondiale de Shitoryu. Le karaté, c'est travers de techniques de karaté, respect des gens et respect soi-même, bien sûr, hein. Mais avant tout, l'autre, mon adversaire, mon partenaire, qui est là, qui me fait plus de progresser les deux. Ce n'est pas uniquement moi, c'est lui aussi, il va à travers de moi, il peut nous progresser. Sous le regard avisé des stagiaires, l'expert japonais a axé le contenu de la formation sur les techniques de base du Shitoryu, les déplacements, la perfection des mouvements et surtout l'explication et l'application des katas. Le karaté a besoin de progression. Et quand un pratiquant pratique le karaté, il a besoin d'avancer et d'évoluer. Nous attendons à ce que notre niveau soit relevé par les techniques et les précisions qu'il va nous donner à propos de certaines techniques. Ce stage de formation organisé par le groupement ivoirien de karaté do Shitoryu a l'intention des pratiquants du Shitoryu, grands comme enfants débutants, met ainsi fin au programme d'activité de la saison sportive 2016. 2 médailles de bronze pour le Nambudo ivoirien au cours de la Coupe du Monde en Espagne dans la cité balnéaire de Playa d'Aro. Devant 16 nations venues d'Asie, d'Europe et d'Afrique, la Côte d'Ivoire s'est adjugée la 9e place. Les garçons de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Cyril Yapi, Jules Armand Agré, Issouf Thio, Amadou Touré, étaient accompagnés par les 3 cadettes en dames, Marie Lobo, Emmanuel Ngoran et Cécilia Zawi. La première médaille de bronze ivoirienne a été acquise en kata par équipe. Quand Amadou Touré s'est offert, la seconde en Durandori, catégorie vétéran homme. Après la Coupe du Monde jouée les 23 et 24 juillet en Espagne, la délégation ivoirienne conduite par le président de la fédération, Maître Komena Kwasi, a participé à un stage de renforcement
et de perfectionnement, toujours dans la cité balnéaire de Playa d'Aro. Un stage supervisé par le Doshu, grand maître Yoshinao Nambu, fondateur du Nambudo. Depuis 1960, la SICOGI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Nous allons rappeler que les Jeux Olympiques de Rio démarrent dans 4 jours, plus précisément à partir du 5 août. Et la Côte d'Ivoire y est représentée par 12 athlètes dans 6 disciplines. Voilà, nous avons l'occasion maintenant de voir les images, sinon les visages de ces athlètes qui vont représenter le pays. Oui, en athlétisme, il y en a 4. Oui. Et les 4, il y a 2 dames, 2 garçons. Il y a Aouré, qui est l'espoir numéro 1 au niveau des médailles pour nous. Également porte-drapeau. Voilà, porte-drapeau de la délégation ivoirienne à Rio. Il y a Marie-Josée Talou, qui est descendue aujourd'hui sur les 11 secondes sur les 100 mètres et qui rentre dans le top 10 mondial du 100 mètres. Il y a Yua Wilfried Kofi et Ben Youssef Meïté, qui est le premier ivoirien à descendre sous les 10 secondes. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a de l'espoir. Ok, nous allons voir les taekwondoïnes qui vont représenter la Côte d'Ivoire à cette discipline. Il s'agit bien sûr de Cissé Cheikh Salah, Ruth Gbagui et Mamina Kone. En natation, nous avons Teflan, Talita Teflan, Thibaut Daou. Voilà, les athlètes en natation sont tous invités. Et puis en judo, nous n'avons que Zouleya Daboné. Et voilà, vous voyez en image Zouleya. Et puis en escrime, nous avons Gladys Sakoa Gbayi. Voilà, et puis la dernière discipline, c'est le tir à l'arc. Le représentant ivoirien, il s'appelle René Philippe Kwasi. Voilà, merci à vous pour votre attention. Koulibaly Seydou, merci. Merci. Nous avons fini. Ces 52 minutes sont passées très vite, on peut le dire. Et on espère que la Côte d'Ivoire est valablement représentée à ces Jeux Olympiques de Rio. Et on espère on a beaucoup de chances de médailles, comme vous l'avez souligné. Oui. Alors, donc, on espère que tout va bien se passer là-bas. En tout cas, la rédaction de Sport se charge de vous faire vivre pleinement